Bonjour, c'est le tutorat. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite vidéo en UE7. Nous allons nous intéresser à l'homme et son environnement. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux toxines. Les toxines sont des substances toxiques produites par les animaux, les plantes et les micro-organismes. Ces molécules permettent la survie des organismes. Il faut savoir qu'elles sont actives même à très faible dose. Elles sont de nature protéique pour la majorité d'entre elles et elles sont spécifiques de cibles physiologiques, permettant ainsi la perturbation majeure des fonctions physiologiques d'un organisme. Ces perturbations peuvent induire la mort de l'organisme intoxiqué. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques exemples de toxines. Tout d'abord la grande ciguë qui fait partie des plantes. Elle produira de la conicine. C'est un des 5 octapeptides qui est produit par la grande ciguë. Les conséquences physiologiques de la grande ciguë, c'est une paralysie respiratoire. La Mantia phalloïde est un champignon. Elle produit de la 9-amanitine. C'est aussi un octapeptide qui est cyclique et thermostable. Le temps d'incubation est de 6 à 48 heures et l'absorption digestive est donc très rapide. Il faut savoir que la Mantia phalloïde est hépatique toxique et c'est la plus fréquente en France. Elle permet aussi la cytolyse hépatique et ou rénale. En effet, on a deux phases de symptômes. Tout d'abord, j'ai les symptômes de la phase chlorériforme qui dure en fait les 3 à 4 premiers jours. Elle permet des diarrhées abondantes et fétides, des vomissements, des douleurs abdominales, des hydratations aiguës et une sudation intense. Puis après, au-delà de 3-4 jours, on aura les symptômes de la phase viscérale, avec une hypoglycémie, une hyperammoniakémie, la chute de la concentration des facteurs de coagulation, une insuffisance hépatocellulaire aiguë et une insuffisance rénale aiguë. La toxine botulinique est produite par la bactérie Clostridium botulinum. Cette toxine est la plus puissante connue. Il faut savoir que la toxine botulinique possède une fonction neurotoxique. C'est une protéase et en fait elle aura des conséquences au niveau, donc on a dit neurotoxique, permettant ainsi un blocage synaptique, une absence de contraction musculaire, une insuffisance respiratoire, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue, et enfin une paralysie flasque. Intéressons-nous aussi maintenant à la toxine colérique, qui est produite cette fois-ci par la bactérie Vibrio cholerae. Cette toxine colérique, donc en fait, c'est une toxine ADP ribosylante. Et la toxine colérique, en fait, permettra une hypersécrétion d'eau et d'ion-chlorure par l'épithélium intestinal et des diarrhées catacyclisme. L'entérotoxine, quant à elle, est produite par la bactérie Staphylococcus aureus. C'est une bactérie gram+. L'entérotoxine est une toxique super antigénique et en fait, elle, cette fois-ci, entraînera des vomissements importants et des diarrhées. Enfin, très rapidement, on peut parler aussi des venins, qui sont composés d'environ 800 toxines différentes. Les venins seront hépatotoxiques et neurotoxiques. Ces toxines qui sont présentes dans les venins sont un site de jonction neuromusculaire, permettant ainsi des malaises, une prostration, des nausées, une vision floue et une insuffisance rénale aiguë. Le monde animal est varié et diversifié. En effet, on retrouve les protozoaires, qui sont unicellulaires, les métazoaires simples, qui permettent la formation des premiers organes. La taille est variable et peut faire de quelques micromètres à plusieurs mètres. C'est l'exemple des ténias, qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres. Il faut savoir qu'il existe deux types de métazoaires, les platelmintes, qui sont des vers plats, et les nématelmintes, qui sont des vers ronds. Les vecteurs transmettent un agent pathogène d'un individu à l'autre. C'est le cas des moustiques. Le vecteur doit être un arthropode et hématophage, c'est-à-dire que le sang lui sert de repas et permet son métabolisme. Il sert aussi de moyen de locomotion des agents pathogènes. La transmission se fait par contact, c'est une transmission mécanique. On parle d'agents infectieux si la maladie est transmise d'un vertébré à un autre vertébré. Nous allons maintenant nous intéresser aux arthropodes. Il faut savoir qu'il existe différents types d'arthropodes. Tout d'abord les chélicérates qui possèdent des chélicères. Ils comprennent les arachnides tels que les scorpions qui peuvent piquer, les araignées qui peuvent mordre et les acariens qui sont agents de la gale, tiques et aouta. On a aussi des mandibulates ou anténates qui contiennent 3 catégories, les crustacés qui sont parfois des vecteurs, les myriapodes parfois venimeux et enfin les insectes qui sont le plus grand groupe d'espèces connues, qui contiennent cette fois-ci les moustiques et les mouches, les punaises, les puces et les poux. Et enfin on retrouvera aussi les moustiques qui font partie des diphtères. En fait un diphtère possède une seule paire d'ailes, ce qui veut dire que les papillons et les abeilles n'en font pas partie. Ils possèdent aussi une métamorphose complète. La larve est différente de la forme adulte et en fait au niveau des moustiques et des diphtères on va distinguer deux types de parties. Les nématocères qui ont une allure de moustique et enfin donc ils ont en fait des pattes longues et un corps fin et les brachycères qui sont trapus, grands, plus courts et en fait ressemblent à des mouches. Les nématocères englobent les culicidés appelés aussi moustiques.
Il faut savoir que les culicidés, en fait, ont une spécificité de large. En effet, ils peuvent piquer l'animal, on parlera de zoophile, ou alors l'homme, on parlera d'anthropophile. Les meilleurs vecteurs sont ceux qui piquent l'homme, donc en fait, ils sont anthropophiles. Il faut savoir que les nématocères sont attirés par les gaz carboniques, la chaleur, les odeurs émises par la peau et les acides gras présents dans la sueur. Il existe 4 types de culicidés, soit 4 genres importants: Culex, Hadès ou moustique tigre. Il est arrivé en France depuis 10 ans et commence à coloniser la France. On a aussi le Phlebotomus au niveau du sud de la France et enfin à Neufel, on a beaucoup de maladies dont le paludisme. Les moustiques ont différents stades au cours de la vie. On va s'intéresser à ces différents stades. D'abord, on a la forme adulte femelle, qui en fait va permettre une piqûre. Et donc, en fait, la femelle possède une seringue qui est en fait un stérilet piqueur dans la peau. Elle possède une bouche et on va enfoncer son aiguille dans la peau donc pour permettre le repas. Elle émet de la salive qui est anesthésiante et anticoagulante dans la salive, donc, au niveau des agents pathogènes. Le sang est aspiré en 2 minutes et stocké dans l'abdomen, et à chaque repas sanguin correspond à une ponte. En fait, la ponte se fera à la surface de la peau. Elle se fait tous les 2 à 3 jours si les conditions sont bonnes et adéquates pour les œufs. Il faut savoir aussi que la larve est aquatique, donc elle sera en eau calme donc, ou stagnante. Les larves se nourrissent de plancton ou de protozoaires et donc on a dit elles sont peu sélectives. La survie adulte est de 2 à 7 semaines. Les simuli sont aussi appelés les nématocères. Ils ressemblent à un petit moucheron. Au niveau du cycle de vie des simuli, il faut d'abord savoir que les œufs sont déposés sur un végétal. On a une incubation courte avec une possibilité de diaspose. La larve est aquatique. Cette fois-ci, elle n'est pas en eau stagnante et trouble, mais en eau douce courante et qui sont très oxygénées. Il faut un débit rapide et la larve va tomber du végétal dans l'eau. Le repas se fera de 4 à 6 minutes sur un vertébré et c'est douloureux. Il se déplace beaucoup, jusqu'à 450 km. Et donc on a une petite taille qui peut être emportée par le vent. Et en fait, il faut savoir que les simili transmettent donc on a dit une maladie qui s'appelle l'onchocercose, qui va toucher les yeux principalement. Les diterparchicères ressemblent à des mouches. Il faut savoir cette fois-ci que ce sont les mâles et les femelles qui sont hématophages. On va distinguer 2 types de diphtères, les mouches mortelles, telles que la glossine ou la mouche tsetse, qui vont transmettre la maladie du sommeil, soit la trypanosomiase humaine africaine. Il existe aussi des acariens hématophages, appelés tiques, qui permettent cette fois-ci une paralysie faciale ou des membres. On va s'intéresser plus en détail au cycle de vie du tique. Il faut savoir que déjà les tiques ont une durée de vie qui est très longue, de 2 à 4 ans, et possèdent 3 stades évolutifs, la larve, la nymphe et la forme adulte. Les tiques font 3 repas au cours de leur vie. En fait, c'est faux, les tiques femelles feront 3 repas, les tiques mâles ne feront que 2 repas avant de féconder la femelle sur le troisième hôte et ils vont mourir. Il faut savoir aussi que la borréliose, qui est la maladie de Lyme, sera transmise par morsure de la tique ixode. Et en fait, la morsure de la tique ixode pour l'homme se fera au cours du troisième stade, ce qui veut dire en fait que quand je regarde un peu mon stade évolutif, tout d'abord j'ai un œuf avec ponte de 500 à 5000 œufs. On aura une éclosion de 3 à 4 semaines et seulement 5 œufs, on a dit, vont atteindre la forme adulte. Les larves donc, vont faire leur premier repas sur un petit mammifère, c'est-à-dire une souris, un hérisson ou un oiseau. Puis ensuite, les nymphes, cette fois-ci, vont faire un nouveau repas sur un mammifère un peu plus gros, tels que les souris, les renards et les oiseaux. Et enfin, la forme adulte, qui fera 4 mm de long, fera son dernier repas définitif sur un grand mammifère, tel que le chevreuil, mais aussi les hommes. On définit par zoonose une maladie ou une infection qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Si l'agent pathogène est transmis d'un animal vertébré à un homme via un vecteur, c'est aussi une zoonose. Le mode de contamination est assez important pour comprendre la définition de la zoonose. Il se fait par contact, ingestion de viande, griffure ou morsure et transmission d'un agent pathogène d'un animal à l'homme par intermédiaire d'un arthropode appelé vecteur. N'entre pas dans cette définition les envenimations, les allergies, intoxications, tétanos et le paludisme, car il est transmis par un arthropode. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux zoonoses par ingestion. Ça concerne les trichines. Les trichines ont engendré plusieurs épidémies en France, 8 au total, et 2000 personnes ont été contaminées en ingérant de la viande de cheval. En effet, la contamination de l'homme se fait par ingestion de larves dans la viande crue. La larve devient adulte au bout de 36 heures. Les femelles adultes pondent des larves nouveau-nées L1 dans l'intestin humain et chaque femelle expulse environ entre 1000 à 2000 larves nouveau-nées L1 en 10 jours. La contamination de l'animal se fera au niveau du porc
avec ingestion de viande infestée, de rats présents dans la porcherie ou aussi au niveau de la codophagie. En fait, les porcs vont se mordre la queue. Le cheval est aussi très contaminé par la trichine et se fera donc soit par engraissement à base de déchets de porc ou alors ingestion de rongeurs accidentellement broyés avec le fourrage. Nous allons maintenant nous intéresser à la toxoplasmose. L'agent pathogène est un protozoaire intracellulaire appelé Toxoplasma gondii. Il faut savoir que c'est une maladie principalement européenne et actuellement 50% de la population ont été contaminés, ce qui veut dire que nous sommes immunisés. En fait, la toxoplasmose va toucher et sera surtout très dangereuse pour les femmes enceintes et les immunodéprimés. Elle est due à une infection du chat. En fait, le chat va nous griffer et le chat se contamine en mangeant un petit rongeur ou un oiseau. Il développe alors une parasitose et multiplie les parasites. La multiplication du parasite permettra au système immunitaire de le reconnaître et il va former des kystes dans les muscles. L'homme va ingérer cette viande qui est contaminée et les parasites vont sortir du kyste, permettant ainsi de coloniser donc les organes où il y a une faible reconnaissance immunitaire, qui sont bien sûr le cerveau, les yeux et le poumon. Au niveau de l'évolution de la maladie, il existe 3 stades. Tout d'abord, j'ai la phase 1 qui est la phase parasystémie. Elle dure 10 jours. Elle est asymptomatique. Le parasite pénètre et se multiplie dans les phagocytes, puis passage dans le système sanguin et lymphatique. La phase 2 est la mise en place de l'immunité cellulaire avec les lymphocytes T. Les parasites intracellulaires sont détruits et on mettra en place l'immunité humorale avec l'immunoglobine G et M. On a aussi lisse des parasites dans le sang et inhibition de l'infection des macrophages. Et enfin, j'ai la phase 3 qui est la toxoplasmose chronique. C'est exemple, cette fois-ci, c'est par exemple si j'ai des kystes qui sont dans les yeux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et permettra de vous servir notamment lors des calls au tutorat, mais aussi le jour du concours, car c'est vraiment là le plus important. Bisous bisous et à la prochaine.